chers amis, merci pour cette salle comble. Alors donc, Michel, chère Annie, m'a dit de rectifier, c'est plus de 600, puisqu'il y a 630 places et que la salle déborde. Donc voilà, je le dis parce que comme c'est Michel qui est à la manœuvre, il faut reconnaître, rendre à César ce qui est à César. Merci à tous, merci d'être là. Alors, malgré la crise Covid, vous avez tous décidé de ne pas laisser votre avenir s'écrire sans vous. Parce que vous avez bien compris que ce que veut le président de la République, c'est surtout pas que l'on débatte, surtout pas que l'on fasse campagne, surtout étouffer le débat démocratique. Eh bien, moi je vous le dis, pour moi aujourd'hui, c'est un honneur, c'est un privilège de recevoir toute la force que vous êtes en train de m'envoyer. Merci à tous. Alors merci aussi à tous les élus qui vont aller à la bataille avec moi. Et c'est vraiment très important parce que là aussi notre force, c'est ce maillage du territoire. Notre force, c'est ce peuple de droite qui attend que la droite soit de retour. C'est ce peuple de droite qui a des élus de confiance dans les territoires et partout. Alors, vous l'avez compris, je suis venue avec un des piliers de mon équipe, un pilier de mon équipe que je sais vous appréciez tous ici beaucoup dans le Doubs. Il s'agit de celui qui sera responsable de mettre en place à mes côtés la République des territoires. Il s'agit aussi d'un homme politique qui a au cœur de revaloriser le travail et de faire en sorte que notre droite soit une droite vraiment sociale. C'est ici Xavier Bertrand. Alors je voudrais dire à Annie que c'est vraiment un bonheur, chère Annie, d'être dans ton département, d'être dans le département de la présidente, Christine Bouquin, et de vous dire à toutes les deux que moi j'aime bien voir des femmes puissantes dans les départements. J'aime bien voir des femmes présidentes, chère Christine. J'aime bien voir des femmes vice-présidentes de l'Assemblée, chère Annie. Et que les plafonds de verre, va falloir un peu les faire évoluer, les faire sauter, les faire exploser. Alors merci Annie pour cette très belle visite, merci pour ton très beau discours, merci aussi cher Jacques pour ton soutien indéfectible, merci de croire en moi et ça me touche beaucoup. Alors il y a tous les parlementaires, les anciens parlementaires ici du Doubs qui sont rassemblés. Il y avait ce matin Jean-Marie Binetruy qui était avec nous. Il y a Marcel Bonneau que j'ai vu croiser tout à l'heure. Il y a Françoise Branger, mon amie Françoise qui est là. Il y a évidemment l'incontournable, le maillon fort de cette organisation, Michel Viennet, qui va enfin pouvoir se consacrer. Il va enfin pouvoir faire de la politique, il est à la retraite. Et puis, il y a le maire de Pontarlier, Patrick Genre, il y a Marie-Noëlle Biguinet, la maire de Montbéliard, il y avait ce matin Cédric Beaule, le maire de Morteau, on me dit aussi Philippe Gauthier, le maire de Valentinier. Alors, je vais en oublier, je vais oublier des maires. Donc, que tous les élus m'excusent de ne pas tous les citer. Merci aux conseillers départementaux, merci aux conseillers régionaux, merci aussi à nos candidats aux législatives, les futurs candidats, dont on attend énormément dans le département, parce qu'il y a quand même eu quelques erreurs de casting aux dernières législatives, on va dire ça comme ça, qui doivent être corrigées, mesdames et messieurs, chers amis. Alors voilà, très heureuse d'être à nouveau dans le Doubs et d'avoir fait une journée aujourd'hui sous un magnifique soleil au pays des fromages. Et vous savez que pour moi, c'est un vrai bonheur. Voilà. Alors, il y a aussi tous nos amis qui viennent de partout. Alors, ils viennent du Jura, ils viennent du territoire de Belfort, ils viennent de la Côte d'Or, ils viennent de la Haute-Saône, ils viennent aussi de la Saône-et-Loire. J'ai cité Jean-Marie Sermier, Marie-Christine Dalloz dans le désordre, Cédric Perrin, Rémi Delatte, Alain Joyandet, Michel Raison, Clément Pernaut, Florent Bouquet, Damien Meslot, Jean-Baptiste Gagnou, Jean-Patrick Courtois aussi, et Jean-Paul et Maureen. Alors il y a aussi quelqu'un qui vient d'un peu plus loin, un élu qui n'est pas totalement frontalier, c'est Pascal Coste, le président de la Corrèze, et je voulais le remercier, il est notre responsable
des groupes agriculture. Et il a fait un formidable travail parce que nous avons présenté ce matin, et je vais vous en parler, un très beau projet pour redonner un avenir à notre agriculture et pour porter pour nos jeunes un vrai projet d'alimentation et d'agriculture française. Alors, je viens vous retrouver aujourd'hui avec cette envie irrésistible de relever notre pays. Nous avons subi 2 échecs présidentiels et ces 2 échecs ont fait mal à la France. Le pays aujourd'hui est abîmé après 10 ans de François Hollande et d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, n'oublions jamais qu'Emmanuel Macron était l'un des conseillers de François Hollande. Ces 10 années de déclin de la France, ils en sont coupables et comptables. Alors, nous allons nous rassembler pour lutter de toutes nos forces, vaincre l'immobilisme et l'extrémisme. L'extrémisme, c'est l'assurance de la faillite et du chaos. C'est le programme économique de Madame Le Pen. Un programme économique qui n'est rien d'autre que le copier-coller du programme de Monsieur Mélenchon. Avec la retraite à 60 ans, c'est-à-dire la faillite du système de retraite français. Et puis avec des dépenses tous azimuts, avec la peur de l'Europe, alors que nous avons tellement besoin d'une Europe puissante, d'une Europe qui fonctionne, et puis évidemment avec cette peur de l'autre qui ferait un pays complètement fracturé, complètement divisé. Alors il y a aussi M. Zemmour. Alors avec M. Zemmour, alors lui c'est plutôt le retour vers l'ORTF et le cinéma en noir et blanc. Écoutez, moi je vais vous le dire, j'étais un peu jeune à cette époque. Aucun projet d'avenir ne peut se construire uniquement sur la nostalgie du passé. Aucun projet d'avenir pour nos jeunes, aucun projet d'avenir pour le pays. Mais soyons clairs, mon principal adversaire s'appelle Emmanuel Macron. Parce que je veux mettre fin à sa présidence du mépris. Présidence du mépris. Vous l'avez entendu se vanter il y a quelques jours de vouloir, je le cite, emmerder les Français. Eh bien, un président ne devrait pas dire ça. Un président ne devrait jamais parler ainsi. Parce que si le président s'autorise à insulter les Français, pourquoi les Français devraient-ils respecter l'État ? Pourquoi les délinquants devraient-ils respecter la loi ? Pourquoi l'élève devrait-il écouter son professeur ? En réalité, en clivant, en fracturant, en divisant, Emmanuel Macron aggrave le désordre en semant la discorde. Alors non, nous ne laisserons pas faire ça. Nous ne laisserons pas faire ça. Parce que moi, je ne veux pas un nouveau mouvement des Gilets jaunes dans 3 mois. Moi, je ne veux plus d'un pays qui se fracture. Je veux un pays qui s'apaise. Parce qu'il va falloir faire des réformes extrêmement puissantes pour notre pays. Et que ces réformes, on ne les fera pas contre les Français, on les fera avec eux. Il va falloir les convaincre, il va falloir les emmener, pas les emmerder. Alors oui, c'est vrai, Emmanuel Macron, c'est le président du zigzag permanent. Prenons un seul exemple, Fessenheim. Eh bien, il a fermé la centrale nucléaire de Fessenheim. Et aujourd'hui, ça nous conduit à quoi ? À acheter à rouvrir 2 centrales à charbon. Voilà. Le quinquennat d'Emmanuel Macron résumé. On est passé du 21e siècle au 19e. C'est le retour en arrière. Et c'est une faute à l'égard du climat. C'est une faute à l'égard de la souveraineté nationale. Nous avons une filière d'excellence qui est la filière nucléaire. Et puis c'est surtout une faute vis-à-vis des générations futures. Parce que nous avons besoin d'atteindre la trajectoire zéro carbone 2050 pour sauver la planète. Et cette trajectoire zéro carbone pour sauver la planète, nous ne l'atteindrons pas si nous ne marchons pas sur les traces de nos aînés en déployant la filière nucléaire française.
Mais au fond, on n'est pas dupes. Si Emmanuel Macron choisit le buzz, le clash, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on parle de son bilan. Eh bien nous, on va en parler de son bilan. On va en parler. Augmentation de 32% des violences aux personnes en 5 ans, 32% de violences de plus, immigration débordante, 1000 milliards de dettes supplémentaires en 10 ans, déficit public record, déficit commercial record, balance commerciale agricole déficitaire, 5 millions de Français au chômage ou en activité partielle, le pouvoir d'achat des retraités en berne, l'avenir de nos retraites en danger faute d'avoir été réformé. Voilà ce dont nous n'avons pas le droit de parler, voilà ce dont vous allez parler autour de vous pendant les semaines qui viennent. Alors on me dit, ah oui, mais bon, il y a la crise Covid. Eh bien, on va en parler de la gestion de la crise Covid. On va parler de la course panique pour les tests et les autotests, après la chasse aux masques, après l'attente des vaccins. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, on fait 10 millions d'autotests par jour. Chez nous, le gouvernement se gargarise d'en faire 10 millions par semaine. Et puis, qu'on ne nous parle pas de nos écoles, où règne la pagaille et l'improvisation. Le protocole sanitaire, le 5e depuis septembre, est un monstre bureaucratique. Il désespère les familles, les enseignants, dont je comprends aujourd'hui l'exaspération. Alors, il a fallu 1 semaine pour que le gouvernement allège son dernier protocole. Si le gouvernement m'avait écouté, il aurait pris la décision de la sagesse. Il aurait repoussé rallongé d'une semaine les vacances scolaires, en organisant l'accueil des enfants de tous les Français qui ne pouvaient pas télétravailler. Et s'il avait fait ça, il aurait pris le temps d'écouter, il aurait pris le temps de concerter avec les enseignants, avec les parents, avec les mères, qui se retrouvent totalement démunis. Mais c'est tout le contraire de la méthode Macron. La méthode Macron, c'est la présidence autoritaire et solitaire. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas en période de crise. En période de crise, il faut, et Annie l'a très bien dit, savoir à la fois écouter et décider. Mais la phase d'écoute, elle est très importante. On a besoin d'être respectueux avec les Français, de s'appuyer sur les élus, les maires, les tiers de confiance, mais sur nos médecins de famille, sur nos pharmaciens. Et évidemment, Emmanuel Macron a fait tout le contraire. Alors je le dis aujourd'hui solennellement devant vous, la présidence des oukases, il faut que ça s'arrête. Il y a plusieurs grands défis qui vont se poser à nous dans les 5 années qui viennent. Et le plus grand des défis, ça va être de refaire nation. Vous avez entendu le mot terrible de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, quand il a quitté ses fonctions. Il a dit « Aujourd'hui, en France, nous vivons côte à côte. Mais si ça continue un jour, nous risquons de vivre face à face. » Alors oui, il faut que nous redonnions envie à tous les Français de faire nation, envie à tous les Français d'avoir un destin commun, de vivre ensemble. Et pour ça, c'est clair, il faut d'abord restaurer l'autorité. L'autorité. Tu as dit, Ali, il faut remettre de l'ordre. Eh bien oui, il faut remettre de l'ordre dans la rue, il faut remettre de l'ordre à nos frontières, il faut remettre de l'ordre dans nos écoles. Et le problème, c'est que l'autorité, ça ne se choisit pas un jour sur 2. En matière d'autorité, le « en même temps », ça ne marche pas. On ne peut pas avoir un président de la République qui, un jour, dit aux forces de l'ordre qu'elles font un magnifique travail et le lendemain brandit un t-shirt qui dénonce les violences policières. Un président de la République qui, un jour, dit bravo à nos policiers et qui, le lendemain, les soupçonne de racisme. Ça n'est pas possible. Et le président ne peut pas utiliser, comme il l'a fait sur Internet, le terme de violence policière. Parce qu'on ne peut pas jeter l'opprobre et le soupçon sur nos forces de l'ordre. Pas en ce moment, elles ont une mission beaucoup trop importante, beaucoup trop cruciale.
crucial pour le pays. Alors moi, je le dis, moi, présidente, je serai indéfectiblement en soutien de nos policiers, de nos gendarmes, de nos pompiers, de toutes les figures d'autorité qui sont bafouées aujourd'hui dans le pays. Mes amis, comment faire nation lorsque la violence blesse l'unité nationale? La désunion nationale, elle est là où les caïds tiennent des checkpoints à l'entrée de leur quartier. La désunion nationale, elle est là, avec ces 10 millions de victimes atteintes dans leurs biens ou de leurs personnes. Chaque jour, 800 Français sont physiquement agressés. Et vous avez vu, 4 femmes ont perdu la vie depuis le 1er janvier, victimes de violences conjugales. Et il ne se passe rien. On a 7000 juges et greffiers qui ont récemment signé une tribune dénonçant leurs conditions déplorables de travail. Alors oui, la désunion nationale, elle est aussi chez vous, dans le Doubs, dans le quartier de Planoise, à Besançon, où des familles entières ont basculé dans la délinquance avec des jeunes de moins de 15 ans qui vendent des stupéfiants. La violence qui jusqu'à présent était cantonnée dans les grandes métropoles arrive aujourd'hui dans les territoires. Alors, quand j'entends le ministre de l'Intérieur, notre ancien ami, proclamer que la délinquance générale a baissé depuis 5 ans, je me demande dans quel monde il vit. En matière de sécurité, c'est clair, Emmanuel Macron a échoué et c'est une vraie bérésina sécuritaire. Alors nous allons venir au secours des victimes. Et nous voulons que la peur change de camp. Et pour cela, je donnerai à nos forces de sécurité et à notre justice tous les moyens pour assurer l'impunité zéro. L'impunité zéro, c'est des sanctions rapides, certaines et fermes. Et il va nous falloir lancer un plan d'urgence pour la justice. Est-ce que vous avez entendu il y a quelques jours le discours du procureur général de la Cour de cassation, François Molins? Avec lucidité, ce haut magistrat a dénoncé les conditions de travail intenables pour la justice. Ce n'était que la vérité. Et pourtant, le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, a qualifié ce discours de scandaleux. Il préfère museler la justice plutôt que de la sauver. Eh bien moi, je la sauverai. Au service de l'impunité zéro, nous allons recruter 3000 juges, 2000 procureurs, 3000 greffiers. Le jugement des délits du quotidien sera réduit à 6 mois. Pour les flagrants délits, la comparution devant le juge sera immédiate. Parce que quand le président de la République est giflé, qu'est-ce qui se passe? Comparution immédiate, emprisonnement immédiat. Ben, ce serait plus juste que ce soit pareil quand chaque Français est agressé. Et puis, nous rétablirons les peines planchées pour les récidivistes, notamment, et puis aussi pour tous ceux qui s'attaquent aux dépositaires de l'autorité publique, nos maires, nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, nos professeurs, et aussi nos médecins et nos pharmaciens lorsqu'ils sont attaqués par les anti-vax. Et pour ces agressions, ce sera une peine minimum d'1 an de prison ferme. Emmanuel Macron s'est rendu à Nice, le candidat Macron, s'est rendu à Nice pour poser la première pierre d'un commissariat qui n'aura son permis de construire que dans 2 ans. Et pour nous annoncer un plan d'augmentation des effectifs policiers pour 2030. C'est bien, ça n'engage que ceux qui l'écoutent. Eh bien, il aurait mieux fait de se rendre dans un tribunal ou dans une prison. Nous allons créer 20 000 places de prison parce que nos prisons, elles sont saturées, elles sont indignes. Mais bien évidemment, ces 20 000 places, elles ne vont pas sortir tout de suite de terre. Alors en attendant, nous allons transformer des bâtiments désaffectés en prisons provisoires. Et on y incarcérera des délinquants sous bracelet électronique. Parce qu'aujourd'hui, le bracelet électronique, eh bien, c'est la légion d'honneur des voyous
ils rentrent avec dans leur quartier aux grandes dames des victimes et des habitants. J'ai eu une formule un peu forte pour dire que j'allais aller à la reconquête des territoires abandonnés de la République, de ces zones de non-droit qui sont livrées littéralement au réseau mafieux. Alors oui, je vous le dis, je n'aurai pas la main qui tremble. Et je connais cette réalité par cœur, moi qui ai installé mon siège, le siège de la région Île-de-France, à 300 mètres d'une zone de reconquête républicaine. Oui, dans le Doubs, vous avez des ZRR, des zones de revitalisation rurale. Eh bien nous, en Île-de-France, nous avons les zones de reconquête républicaine. Je ne suis pas sûre que vous ayez envie d'échanger les unes pour les autres. Alors, pour reconquérir ces zones de non-droit, eh bien, nous engagerons des brigades coup de poing qui rassembleront les moyens de la police, de la justice, du fisc. Et nous irons éradiquer les trafics. Et puis, il faut remettre de l'ordre dans la rue, mais je veux qu'ensemble, nous remettions aussi de l'ordre à nos frontières. Je veux que nous retrouvions le contrôle de cette immigration débordante qui débouche sur la création de zones, cette fois-ci, de non-France. Moi, je ne veux pas que nos enfants vivent dans une société éclatée, communautarisée, apeurée, défrancisée. Vous avez entendu cette maman voilée qui a dit au président de la République à Montpellier que son fils lui avait demandé si Pierre était un vrai prénom, parce qu'il n'en avait jamais rencontré. Eh bien, moi, je vous le dis, il va falloir que nous organisions le contrôle de l'immigration et surtout que nous organisions les conditions d'une bonne intégration et d'une bonne assimilation de tous les étrangers que nous accueillons. Parce qu'une immigration incontrôlée et une intégration ratée, ça peut disloquer une nation. Et on n'en est pas loin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons faire une loi constitutionnelle qui sera adoptée par référendum et dans lequel nous mettrons des quotas migratoires. Et ces quotas migratoires, ils seront décidés chaque année par le Parlement. Et avec un principe simple. Vous voulez des visas? Vous reprenez vos clandestins. Et si un pays ne reprend pas ses clandestins, il n'y aura plus de visas. Il n'y aura plus de visas ni pour l'immigration économique, ni pour le regroupement familial, ni pour l'immigration étudiante. C'est ça, se faire respecter. Les clandestins ont vocation à rentrer chez eux. Et puis si on vient en France, c'est pas pour toucher les allocations. Non, c'est pour travailler. C'est parce qu'on est disposé à se retrousser les manches et à aimer notre pays. Alors, dans notre loi, nous prévoirons qu'il faudra 5 ans de résidence régulière pour pouvoir toucher des prestations sociales non contributives. Si vous travaillez, vous avez la retraite, le chômage, la sécurité sociale, les accidents de travail, la sécurité sociale. Si vous ne travaillez pas, 5 ans de résidence régulière pour toucher les prestations sociales. Et je mettrai fin au regroupement familial automatique. Je mettrai fin aussi au droit du sol automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand des enfants ont des parents étrangers et naissent en France, eh bien, ils devront demander la nationalité française à leur majorité. Parce que la France, elle se choisit. La France, on ne la tire pas, la nationalité française, on ne la tire pas dans une pochette surprise. Elle a de la valeur, notre nationalité. Et pour l'avoir, eh bien, il faudra donner des garanties d'assimilation. Oui, d'assimilation, c'est le mot du Code civil. Et ça veut dire quoi, l'assimilation? Ça veut dire pas de casier judiciaire. Et ça veut dire aussi qu'on partage nos valeurs. Voilà, les valeurs de la République. Et c'est comme ça que je fonderai une nouvelle politique migratoire. Alors, j'ajoute que je serai intraitable avec l'islamisme. L'islamisme, vous savez, il s'attaque au fondement de notre identité. Et moi, je serai toujours aux côtés des femmes qui refusent de se soumettre, des femmes qui se battent pour l'égalité. Je serai implacable vis-à-vis des prêcheurs de haine et de leurs complices. Quand on prêche la haine en France, eh bien, soit on est en prison, soit on est dans l'avion.
Moi, vous le savez, je suis à la tête d'une région monde. Et aujourd'hui, j'aspire à présider la France. Eh bien, je respecte chaque Français, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son identité, à condition que son cœur batte pour la France, à condition qu'il veuille participer à notre projet de nation tricolore, nation bleu, blanc, rouge. Ma France, elle adopte tous ceux qui l'aiment. Et c'est pour ça aussi que je ferai de l'école la priorité des priorités. Je veux un sursaut national pour notre école. Je veux plus que la France soit une terre d'immobilité sociale. Je veux qu'on retrouve l'ascenseur social républicain. C'est pas normal qu'il faille 6 générations pour un enfant défavorisé pour devenir cadre. 6 générations. C'est injuste. C'est pas notre droite. Notre droite, elle valorise le travail, le mérite, l'effort. Notre droite, c'est celle qui fera de l'éducation l'un des piliers de la République. Alors oui, mon projet, c'est celui d'une nation éducative qui met au cœur le français et les mathématiques, parce que c'est ces fondamentaux-là qu'on doit donner à nos jeunes. On ne peut pas aujourd'hui parler d'égalité des chances si on n'a pas la maîtrise de sa langue, si on ne sait pas lire, écrire, compter. Alors oui, il y aura 2 heures de plus de français par semaine, il y aura 1 heure de plus de mathématiques, il y aura un examen d'entrée en 6e, et si on rate l'examen d'entrée en 6e, eh bien on rentre dans une 6e de consolidation des acquis. Parce que ces jeunes qu'on laisse rentrer, ces adolescents qu'on laisse rentrer en 6e sans savoir lire, écrire, compter, ils vont décrocher. Et soit ils mettront le soupe dans les classes, aux grandes dames des enseignants, soit on les retrouvera absentéistes en train de tenir les murs et dans les points de deal. Donc il faut se saisir de cette question du décrochage scolaire et de la réussite éducative. Et je ferai une réserve éducative nationale avec les professeurs retraités, avec les étudiants, avec tous ceux qui veulent donner des heures rémunérées pour faire du soutien scolaire gratuit pour les familles. Je veux que chaque enfant de France ait la même chance. Je veux ressusciter le rêve français. Alors bien sûr, dans mon école, on apprendra l'histoire de France. Et on en sera fiers. Parce que l'histoire de France, elle a des pages sombres, c'est vrai, mais elle a beaucoup plus de pages lumineuses. On est une espérance, on est un modèle pour tellement de pays dans le monde. Donc avec moi, je vous le dis, la repentance, ça suffit. C'est vrai que quelquefois on enjolive un peu. C'est vrai qu'on a des héros. Et alors? Est-ce que vous croyez qu'on bâtit l'amour d'un pays aux États-Unis, en Chine, sur la repentance, sur le mea culpa, sur la honte des héros? Eh bien moi, je vous le dis, je veux que nos jeunes ils aient des héros, je veux qu'ils ne marchent pas à l'ombre, je veux qu'ils soient fiers de la France, et je veux que notre jeunesse, elle ne se repente pas. Alors pour faire nation, il faut aussi réussir ensemble. Réussir ensemble, ça veut dire faire exprimer les talents des Français. Les Français, ils sont entreprenants, ils sont créatifs. Mais croyez-moi, ils le seront encore plus quand on arrêtera de les ennuyer. Nous sommes devenus le pays de la paperasse et des règlements. Il est temps d'oxygéner le système français. C'est pour ça que je crois, à côté de l'autorité, qu'il faut ranimer la première valeur de notre devise, liberté. Car c'est elle, la liberté, qui est le moteur des sociétés vivantes, des sociétés dynamiques. Alors, on va s'attaquer à l'enfer bureaucratique. On va simplifier les normes. On va moderniser, décongestionner l'État. Vous savez, depuis trop d'années, l'hôpital ferme des lits, l'éducation nationale ferme des classes. Mais je vous rassure, dans tous les ministères, on ouvre des bureaux. Eh bien, c'est le contraire qu'il faut faire. Moins de bureaux et plus de policiers et de gendarmes sur le terrain. Moins de bureaux et plus de classes dans l'éducation nationale. Alors
Alors oui, les amis, je dis liberté pour nos établissements scolaires qui doivent pouvoir s'adapter aux réalités du terrain, innover sur le plan pédagogique, parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant a un talent, il doit pouvoir s'exprimer, qui dans l'enseignement professionnel, qui dans l'apprentissage, qui dans l'enseignement général. Liberté pour les hôpitaux qui n'en peuvent plus des dictates de l'administration centrale. Vous le savez, 33% du budget d'un hôpital, c'est de la bureaucratie. Et seulement 25% en Allemagne. Voilà où mène l'enfer bureaucratique. C'est ça qu'il faut réformer, c'est ça qu'il faut changer. Il faut que nous soyons le parti des créateurs, des entrepreneurs, des courageux qui veulent saisir leurs rêves. Alors c'est d'autant plus important ici dans le Doubs. Vous êtes un département frontalier. C'est à la fois une chance, mais c'est aussi un combat. Parce que vous n'avez pas vocation à devenir le jardin de la Suisse. Vous n'avez pas vocation à devenir, j'allais dire, le grenier à ressources humaines de la Suisse. Non. Aujourd'hui, nous devons défendre la compétitivité de nos industries. Nous devons baisser les charges, nous devons alléger les normes, nous devons simplifier les procédures, diminuer les délais. Est-ce que vous avez vu que le nouveau Premier ministre d'Allemagne, M. Olaf Scholz, a mis dans son programme pour l'Allemagne qu'il allait diviser par 2 la durée des procédures administratives en Allemagne. Mais si les Allemands divisent par 2 les procédures et que nous, on continue à mettre 6 mois, 1 an avant de pouvoir lever le petit doigt, on n'est pas prêt de créer de l'emploi en France. On n'est pas prêt de réindustrialiser le pays. Alors c'est de la concurrence déloyale, mais c'est de notre faute. C'est faute d'avoir le courage de réformer. Nous devons avoir un choc de simplification. Alors oui, moi je veux laisser à nos entreprises la liberté de fixer dans l'entreprise le temps de travail. Et puis je veux aussi que le travail paye davantage, parce qu'on a mis trop de charges sur le travail. Et je veux augmenter la feuille de salaire de 10% d'ici 5 ans. Et ça aussi, c'est très important. C'est important parce qu'il faut que le travail paye plus que l'assistanat. Mais c'est important dans un département comme le Doubs, parce qu'on sait que les salaires de l'autre côté de la frontière, ils sont meilleurs. Donc nous devons garder notre jeunesse, nous devons garder nos talents. Et puis nous développerons la participation des salariés. Moi, je veux faire de la participation un véritable dividende salarié avec un principe simple, pas de dividende pour les actionnaires s'il n'y a pas un dividende pour les salariés, qu'il y ait vraiment une réconciliation entre le capital et le travail. C'est notre ADN, nous sommes des gaullistes et nous sommes des sociaux. Il faut aussi sauver nos retraites. Parce que vous l'avez compris, hein, les retraités, c'est les grandes victimes du quinquennat Macron. C'est le grand équilibre parce que d'abord il y a eu l'augmentation de la CSG et puis maintenant c'est les retraites complémentaires qui ne sont pas revalorisées à hauteur de l'inflation. Mais pourquoi les retraites baissent ? C'est simple, c'est parce le président n'a pas eu le courage de faire la réforme des retraites. Alors nous, on aura ce courage, d'ailleurs on l'a déjà eu, Xavier Bertrand a déjà mené plusieurs réformes des retraites, donc il faut qu'on aille vers le passage progressif à 65 ans, sauf pour les Français qui sont abîmés par le travail. Alors pourquoi 65 ans ? Parce que ça nous permettra aussi de revaloriser les petites retraites. Moi, je considère que tous les Français qui ont travaillé toute leur vie, qui ont eu des carrières longues, doivent pouvoir partir avec au moins le SMIC à la retraite. Et je veux aussi que les veuves, et je pense aux veuves d'agriculteurs notamment, qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont pas cotisé suffisamment, je veux que les veuves puissent toucher des pensions de réversion égales à 75% de la retraite de leur conjoint, parce qu'il faut protéger aussi les femmes. Alors oui, nous sommes le parti de la transmission, nous sommes la droite. Et il y a quelque chose qui me choque, c'est que nous avons complètement abandonné ce qui faisait notre ADN, la politique familiale. Nous l'avons laissé
j'allais dire détruire, détricoter petit à petit par François Hollande et par Emmanuel Macron. Or, la famille, ça doit être un pilier de la société de demain. Et pour rétablir ce pilier, moi je rétablirai l'universalité des allocations familiales et j'augmenterai ces allocations et j'aiderai les familles pour leur mode de garde. Parce que depuis 10 ans, ce détricotage de la politique familiale a eu une conséquence dramatique pour le pays, mes chers amis. 10% de naissances en moins cette année qu'il y a 10 ans. 10% de naissances en moins. On ne renouvelle plus nos générations. Et je vous le dis, alors, évidemment, au niveau écologique, au niveau de la planète, il ne faut pas que la population mondiale augmente jusqu'au ciel. Il faut avoir une politique qui soit une politique de maîtrise et de contrôle des naissances. Au niveau mondial, oui, mais au niveau national, non. Au niveau national, il faut que chaque pays ait le renouvellement de ses générations. C'est un pays qui ne renouvelle pas ses générations, décline. Donc c'est pour ça que je veux ranimer la politique familiale et je vais en refaire le pilier de la société française. Alors, parlons aussi un peu de la dignité. Parce que autorité, liberté, dignité, c'est le triptyque de mon projet. Aujourd'hui, il y a aussi la question du handicap. Et on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez des plus fragiles d'entre nous. Alors oui, moi je défendrai pour les personnes en situation de handicap ce qu'on appelle la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Parce que c'est pas normal. L'allocation adulte handicapé, c'est une prestation personnelle qui vise à compenser un handicap, un accident de la vie. Et ça ne doit pas dépendre de la situation conjugale. On ne la touche pas quand on a un conjoint qui gagne sa vie, on la touche si on est seul, ça n'est pas possible. Ça doit être vraiment une allocation personnalisée. Et puis, je voudrais aussi vous parler de ces parents qui s'angoissent, parce qu'ils ont un enfant en situation de handicap et qu'ils se demandent ce qui va lui arriver quand ils seront partis. Et moi, j'ai repris dans mon projet une très belle proposition qu'avait fait Xavier Bertrand dans la primaire. Cette proposition, c'était d'assurer, au départ du dernier parent de cet enfant handicapé, que l'enfant puisse toucher, s'il n'a pas de revenus, s'il n'a pas d'héritage, qu'il puisse toucher la pension de reversion du dernier parent survivant tout au long de sa vie, pour garantir à cet enfant et garantir à ses parents sa dignité jusqu'au bout. Alors oui, la dignité, c'est aussi l'accompagnement de nos aînés. Moi, je ne suis pas pour qu'on aille systématiquement vers des solidarités collectives. On a voulu mettre toute la France en EHPAD. Mais les EHPAD, ça coûte très cher au département, n'est-ce pas, mesdames et messieurs les présidents? Ça coûte très cher au département, mais ça coûte aussi combien? Très cher en reste à charge pour les familles. Et les Français, que souhaitent-ils? Eh bien, ils souhaitent rester le plus longtemps possible à domicile. Alors nous aurons une vraie politique pour les aidants, et notamment pour les aidants familiaux. Et nous aurons une vraie politique pour l'aide à domicile. Nous allons augmenter les crédits d'impôt. Nous allons permettre aux aidants de prendre 1 an de congé rémunéré au SMIC pour pouvoir aider des membres de leur famille qui sont en situation de maladie, en situation de fin de vie. Moi, ce que je souhaite, vraiment, c'est que les solidarités familiales puissent s'exprimer dans la société de demain. Et je crois que c'est très important si nous voulons une France humaine. Parce que les solidarités familiales, elles apportent quelque chose que les solidarités collectives n'apportent pas, ou peu, ou moins. Elles apportent de l'affection. Et moi, je crois aussi qu'il va falloir un peu, dans cette campagne, parler d'amour. Alors, mes amis, aujourd'hui, dans le Doubs, je suis venue célébrer cette France profondément française, celle d'une ruralité vivante et celle du bon sens paysan. C'est une France qu'on méprise parfois, qu'on oublie trop souvent. Eh bien moi, cette France-là, je la respecte et j'y crois. J'y crois, elle n'a pas vocation à être un vestige de notre histoire. Bien au contraire, cette France des territoires et des terroirs, c'est une chance pour l'avenir.
car j'ai la conviction que l'avenir post-Covid s'écrira de moins en moins dans nos grandes métropoles saturées. Et c'est la présidente de l'Île-de-France qui vous en parle. L'avenir post-Covid du pays s'écrira dans nos villes moyennes, dans nos bourgs, dans nos villages. Ils vont connaître une deuxième naissance. Et cette deuxième naissance, nous allons l'accompagner avec une vraie décentralisation. La décentralisation la plus puissante depuis les lois Defferre. Grâce aussi au déploiement du haut débit partout et pour tous. Et d'une politique de zéro zone blanche pour le téléphone mobile. Et ça, il y a des moyens techniques de l'imposer, y compris aux opérateurs. C'est une question de volonté. Il va falloir s'y mettre. Et puis, nous aurons aussi une politique pour, j'allais dire, préserver les beautés de notre patrimoine. Et là aussi, j'y tiens. Alors, la citadelle Vauban de Besançon, l'abbaye de Montbenoît, le village Moutier-aux-Pierres, la vallée du Dessoubre, la France, le Doubs sont magnifiques. Et ça mérite aujourd'hui que nous prenions en main cette politique du patrimoine, cet enracinement dans nos territoires. Et j'y veillerai. Parce que oui, dans cette campagne, si on veut parler de l'avenir de la France, il faudra aussi parler de notre culture et de son avenir. Enfin, au cœur de la France, il y a nos agriculteurs. Nos agriculteurs, et je suis allée aujourd'hui leur dire toute mon affection, tout mon respect. Depuis des siècles, de génération en génération, ils ont la tâche de nourrir la France, mais aussi, ils polissent nos paysages. Alors, et ils sont les premiers écologistes de France. Assez de cet agribashing que manipule une poignée d'activistes et de procureurs. C'est un venin qui ronge parfois la fierté de nos agriculteurs. Alors moi, je l'ai dit ce matin aux agriculteurs du Doubs, je bâcherai l'agri-bashing. Je restaurerai l'agri-fierté. Nous avons manqué de Doliprane pendant la crise Covid. Je ne veux pas qu'un jour on manque de nourriture. Eh ben, c'est dur à croire, mais la France ne parvient plus aujourd'hui à nourrir tous les Français. Notre balance commerciale est devenue déficitaire hors les vins et les alcools. Nous importons 20% de notre alimentation quotidienne, 40% de nos fruits et légumes, un tiers des produits bio. Voilà la réalité. Et par ailleurs, vous le savez, c'est le Sénat qui l'a dit, 15% des produits importés alimentaires qu'on trouve dans nos grandes surfaces ne respectent pas les normes environnementales qu'on impose à nos agriculteurs. Et ces produits sont moins chers. C'est comme la baguette de Leclerc. Ils sont moins chers, mais les Français les achètent. Mais ils ne respectent pas nos normes, ils ne respectent pas la valeur des choses. Ben, moi, je le dis, avec moi, on réformera les règles européennes et les accords de libre-échange pour arrêter cette concurrence déloyale. Et on ne pourra plus importer des produits alimentaires en Europe sans les taxer s'ils ne respectent pas nos normes environnementales. Alors, le sursaut de notre agriculture viendra aussi des revenus dignes que nous donnerons à nos agriculteurs. Et là, je le dis, si on veut des revenus dignes, il faut évidemment que les agriculteurs soient payés au juste prix, mais il faut aussi qu'on puisse baisser leurs charges. Et ce sera la politique que nous proposerons. Nous baisserons les charges des agriculteurs sur les taxes sur le foncier non bâti, les cotisations aux vieillesses, la taxation des transmissions. Parce que le sujet, à l'avenir, c'est est-ce que les jeunes reprendront les exploitations ? Et la France a perdu 10% de ses exploitations. Donc nous ne pouvons plus laisser ce déclin agricole se faire dans l'indifférence, comme ça a été le cas depuis 10 ans avec François Hollande et Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous devons donner envie à nos jeunes de s'engager dans ce métier de passion qu'est l'agriculture. Et pour cela, nous ferons appel aux départements, nous ferons appel aux régions, pour qu'elles puissent aller faire de l'orientation, pour qu'elles puissent aller convaincre les jeunes. Mais on ne les convaincra que si c'est clair, on trace un sillon droit en disant
que l'agriculture a un bel avenir et qu'on y croit, parce qu'on ne s'engage pas pour la vie dans un métier quand le pouvoir politique lui-même n'y croit pas. Alors il va falloir donner des preuves d'amour à nos jeunes agriculteurs, il va falloir les aider à s'installer. Moi je propose qu'on augmente les droits à retraite des agriculteurs qui cèdent leur exploitation s'ils restent aider leurs successeurs. Parce que ça permettra d'avoir des jeunes agriculteurs qui ne sont pas forcément fils d'agriculteurs qui pourront s'installer. Voilà. Alors oui, je m'engage. Je m'engage aussi à supprimer les normes qui pèsent sur nos exploitations. Je vous ai déjà parlé des normes françaises, mais il y a aussi toutes ces surtranspositions de normes européennes, c'est inacceptable. On ne peut pas mettre les agriculteurs en concurrence déloyale avec nos voisins, on n'a pas fait l'Europe pour ça. Alors je demanderai, je me suis engagée ce matin, à un comité de la hache de tailler les surtranspositions et il examinera tout le stock des normes qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va aller lutter contre les on surtransposera plus, mais surtout on va aller effacer les surtranspositions qui ont déjà été faites. L'agriculture sera la première bénéficiaire du choc de simplification que je veux faire. Je le dis, je suis venue ici dans le Doubs pour sceller un nouveau pacte de confiance entre les agriculteurs, les Français, l'État et l'Europe. Oui, l'Europe. Je veux mettre un grand P à la PAC, un grand P comme politique, pour redonner une vision, une ambition, du sens à l'un des fondements de l'aventure européenne qui est en train de perdre sa boussole. Vous savez qu'il y a un programme qui s'appelle Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, qui, si on l'applique, conduira à avoir 12% de production agricole en moins, 16% de revenus agricoles en moins d'ici 10 ans et 17% de hausse des prix agricoles. Eh bien, c'est pas ce que je veux pour l'agriculture française. Voilà, l'agriculture française ne peut pas rentrer dans cette folie de la décroissance, surtout pas à un moment où il y a tant de famines dans le monde. Nous devons à la fois produire local et nous devons exporter. Et c'est ça que je suis venue dire. Je veux que la PAC ait aussi un grand P comme protectrice de nos paysans. Et je veux qu'elle ait un grand C comme commune, garante de la concurrence loyale du marché intérieur, comme de sa capacité à amortir les chocs du réchauffement climatique. Parce que le grand défi pour notre agriculture, comme pour nos forêts, ce sera de répondre à ce réchauffement climatique, de s'y adapter. Et là aussi, nous devrons être très vigilants et très visionnaires. Alors, mes chers amis, vous l'avez compris, la prochaine présidence de la République ne pourra pas être une présidence comme les autres. Désormais, nous n'avons plus le droit d'échouer. Parce que l'avenir du pays est en jeu. Nous sommes face au risque, un risque majeur, le risque le plus grand qui soit pour un pays comme la France. Nous sommes face au risque d'habiter demain un monde que nous ne contribuerons plus à bâtir. C'est ce qui est en train de nous arriver. D'un côté la Chine, de l'autre côté les États-Unis, et nous au milieu. Et finalement une France qui est bafouée dans les relations internationales, bafouée par les États-Unis, bafouée par la Russie. Alors oui, la future présidente de la République a rendez-vous avec l'histoire. Parce qu'il faudra non seulement conduire le pays à travers les périls, mais il faudra aussi apaiser la société et garantir l'unité nationale. Alors, mes chers amis, je vous en fais le serment, comme à tous les Français. Je vous donnerai, à vous, à tous, le courage d'agir, mais aussi la tendresse pour notre pays qui mérite d'être respecté. Oui, ce respect, vous y avez droit. Vous n'avez pas à vous repentir. Vous n'avez pas à marcher à l'ombre. Vous n'avez pas à rougir d'être français. Et je vous le dis, ne doutez pas, ne tremblez jamais. Dans son histoire, la France a connu des coups durs, mais les Français se sont toujours relevés lorsque le courage était au rendez-vous. Nous en ferons de même, parce que la France a mille atouts à faire rayonner encore. Alors j'en entends qui disent « tout est fichu ».
Mais non, avec la France, rien n'est jamais fichu. Souvenez-vous, Victor Hugo, l'enfant de Besançon, sa voix qui nous dit « La France tient toujours le flambeau des nations ». Et oui, en France, il suffit d'un homme ou d'une femme qui se lève et qui dit non au renoncement, qui dit non au découragement, et puis qui dit oui à l'action, qui dit oui à l'espérance. Alors, je vous l'assure, rien n'arrête un peuple qui relève la tête, qui veut retrouver son honneur, qui veut reconquérir son bonheur. Mes amis, je vais conclure, mais je crois que vous avez compris mon message. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de chacun d'entre vous. J'ai besoin de vous pour aller arracher cette victoire. J'ai besoin de vous parce que le pays a besoin de nous. Alors, ensemble, je le sais, on va restaurer cette fierté française. On va mettre la France en tête. La France ensemble, la France encore, la France toujours. Et c'est pour ça que je me bats. Et je me battrai avec vous, avec toute la détermination, toute l'énergie d'une femme libre qui a notre devise au cœur. Vive le Doubs, vive la Franche-Comté, la Bourgogne, vive la République et vive la France.